La logocratie, écrit son auteur Clément Viktorovitch, signifie, je cite, une pratique du pouvoir dans laquelle le peuple se voit entravé dans sa capacité à se forger un jugement. Fin de citation. Depuis 2016, en France et ailleurs, remarque l'auteur, les gouvernants eux-mêmes déclarent ouvertement vrai ce qui est objectivement faux. C'est le passage à l'ère post-vérité. Comme ses nombreux fans, j'apprécie vraiment son travail de chroniqueur politique. Clément Viktorovitch est brillant et foncièrement honnête. Et c'est si rare chez les personnages publics qu'il importe de le souligner. Sauf qu'il y a un mais, ou plutôt il y en a trois. Le premier réside dans son approche de la politique. Pour Viktorovitch, le mensonge serait acceptable, voire normal en politique. En revanche, pense-t-il, on quitterait la démocratie pour la logocratie quand le mensonge d'État s'est comme institutionnalisé pour gouverner. Du coup, le peuple ne sait plus ce qui est vrai ou faux, et par suite perd sa capacité à utiliser sa souveraineté. Alors ma question est celle-ci. Pourquoi ce docteur en sciences politiques, c'est pas rien, ne s'aperçoit pas que tout mensonge en politique, avant ou après Macron, petit ou énorme, issu de l'opposition ou des gouvernants, est contre nature à toute démocratie. Que la politique s'avère avant toute chose une activité morale, puisqu'il s'agit de rechercher sans cesse le bien commun du peuple, donc le bien politique, ou encore le bien tout court. Il sait bien évidemment que le mensonge, quelle qu'en soit sa forme et son intensité, est en soi immoral. Mais en tant qu'éminent politologue, il ne fait pas le lien ontologique entre moralité et politique. Il semble rester fixé sur la définition officielle, c'est-à-dire théorie du gouvernement relatif à l'organisation et l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Somme toute, selon l'ensemble des politiques, moralité et politique n'ont rien à voir ensemble. Cette pétition de principe est fausse et contre nature, puisque le mensonge, quel qu'il soit, est en soi contre nature. Il tue la vie politique et donc la démocratie et nous conduit au fascisme. Il ne voit pas que la démocratie représentative s'avère malade dès sa conception, parce que ses représentants s'autorisent, depuis 2 siècles, impunément à mentir au peuple en vue de le soumettre, que finalement le mensonge est consubstantiel tant à la démocratie représentative qu'au fascisme des extrêmes droites, que d'associer l'idée de représentativité au concept de démocratie est en soi un mensonge rhétorique, lui qui est spécialisé en rhétorique. Après Sieyès, qui s'opposait déjà en 1789 à la démocratie en tant que démocratie directe, l'expression démocratie représentative apparaît en France dès 1790, un an après, notamment chez Condorcet et d'autres. Il s'agissait de marier la carpe et le lapin. L'impossible démocratie directe, tout en préservant le concept de souveraineté du peuple. Le projet était sans doute louable à l'époque, mais il serait temps d'en faire la vérité. Ma seconde question réside précisément dans son approche de la démocratie. Il écrit « Quand bien même les détenteurs du pouvoir céderaient aux facilités du mensonge et de la déloyauté, le cœur battant de notre régime perdure, la souveraineté populaire et l'état de droit. » Notez en passant le cœur battant en référence au cœur des peuples. Je reprends. Tant que les droits fondamentaux demeurent respectés et que les citoyens conservent la capacité de désigner leurs dirigeants au terme d'élections libres et pluralistes, nous pouvons encore nous rassurer, nous vivons en démocratie. Une démocratie imparfaite sans doute, insatisfaisante assurément, abîmée peut-être jusqu'en ses fondements, ce qui n'est pas rien, mais une démocratie tout de même. Et pour conclure, seulement
Nous n'en sommes déjà plus là. » Fin de citation. Il confessait chez Blast que parfois il rejoignait les auteurs qui défendaient la démocratie directe. Cependant, au final, le fait que le peuple soit représenté ne lui pose pas vraiment de problème dès lors qu'il ne soit pas entravé dans sa capacité à se forger un jugement. Or, nécessairement, il a étudié les méfaits de la fabrique du consentement des néolibéraux depuis les années 1920-1930, laquelle n'est qu'un assemblage de mensonges indolores afin que le peuple se taise. Il a également parfaitement compris que l'économie néolibérale est néfaste au peuple depuis 50 ans, que la Ve République a été pensée pour donner tous les pouvoirs exécutifs et rien ou presque au peuple. Le référendum d'initiative populaire est une vaste blague. Que depuis François Mitterrand, la vraie gauche n'a jamais gouverné, sauf 2 ans entre 1980 et 1983. Qu'en 2007-2008, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont renié ensemble la parole du peuple de 2005. Qu'après sa ridicule dissolution en 2024, Macron en a fait autant. Combien de déni et de mensonges en démocratie faudra-t-il pour comprendre ? Car étrangement, notre auteur, compétent, intègre et rigoureux, sous-entend qu'il serait possible ou qu'il a déjà existé une période démocratique où le peuple n'a pas été entravé dans son jugement. Même au niveau des élections, il sait que les sondages manipulent l'opinion publique, que les promesses avant les élections sont de futurs mensonges, que l'abstention est constamment grandissante parce qu'au moins la moitié des Français sait que leurs représentants ne représentent qu'eux-mêmes. Bref, qui mieux que lui pour établir ce constat ? Mais les faits sont têtus et il finira par changer d'avis. Enfin, en troisième question, notre politologue écrit : c'est en désignant des représentants chargés de porter leurs valeurs et leurs aspirations que les citoyens peuvent considérer qu'ils décident bien par eux-mêmes de leur destin commun. Fin de citation. Il va même jusqu'à distinguer avec précision d'un côté, je cite, le régime où le peuple décide de son destin par la voix de ses représentants, et de l'autre, celui où il désigne un dirigeant, il pense à Macron, qui décidera à sa place. Fin de citation. Or, dans les deux cas, les gouvernants décident bien à la place du peuple. La différence résiderait, semble-t-il, entre avec ou sans son consentement. Et de conclure son livre, je cite, « Le destin n'est pas scellé, ce qui a été identifié peut encore être aboli. Nous ne sommes pas condamnés à regarder briller l'horreur des logocraties. » Fin du livre. Ici réside toute la question de la démocratie, le destin. Et c'est pourquoi je l'ai très vite traité dans le podcast « La loi sacrée du destin ». Il n'est pas dans notre nature de pouvoir confier, déléguer ou remettre notre destin entre les mains d'autrui, même avec notre consentement. Du reste, qui accepterait de ne pas avoir un minimum d'emprise sur son destin ? Qui admettrait que son propre destin ne dépende que d'autrui ? Personne que je sache. Or, c'est précisément ce que nous faisons collectivement en démocratie représentative. Forcément, il s'est posé la question de la nature du pouvoir, question essentielle en politique. N'a-t-il pas observé que tout pouvoir sûr, que j'ai nommé pouvoir toxique, donc le fait objectif que tout pouvoir représentatif par nature aliène la volonté du peuple et donc son destin, que précisément le destin des démocraties représentatives, quelle qu'elle soit, nous condamne aux logocraties, puis au fascisme. D'autant que les faits issus de l'histoire des démocraties représentatives sont têtus. À cet égard, j'avais cité l'excellent livre « La mort des démocraties » de Daniel Ziblatt et Steven Levitsky, ouvrage que connaît bien Clément Viktorovitch pour l'avoir salué chez Blast. Plus encore, elle nous condamne jusqu'au néofascisme des extrêmes droites.
Cela aussi, il le constate avec force quand j'écoute ses chroniques. Chez Blast encore, lors de la présentation de son livre, face à la question de la nature de la démocratie, il déclare croire en la démocratie participative et délibérative. Pourtant lui-même, dans une vidéo de 2015 titrée La démocratie participative est-elle un conte de fées, que j'ai déjà cité dans le podcast Au cœur des peuples, il déclare que les expériences de démocratie participative et ou délibérative sont décevantes à l'arrivée. Les chercheurs ont constaté qu'un très faible pourcentage de citoyens y participent volontiers, 2 à 3% seulement, et que ces citoyens ont tous un revenu conséquent et une solide instruction. Quant aux minorités discriminées, elles sont carrément absentes du processus, ne se croyant sans doute a priori jamais écoutées. Ils ont également montré que le processus participatif était nécessairement limité au local. Enfin, ils sont arrivés à une conclusion très pertinente pour moi. Je cite, « La majorité des citoyens préfèrent écouter les différents points de vue des experts avant de se positionner plutôt que de délibérer en participant activement à l'élaboration des lois, des budgets, etc. » Fin de citation. Certes, en 10 ans, il peut changer d'avis. Mais alors pourquoi n'est-il pas allé jusqu'au bout de son raisonnement ? La démocratie parlementaire porte en soi le germe de la logocratie et plus avant du fascisme des extrêmes droites. Voilà la conclusion que j'espérais. Cependant, je le remercie chaleureusement pour son travail décisif, dans la mesure où il apporte un témoignage conséquent qui vient, certes à son insu, confirmer la nécessité d'un vrai basculement vers la démocratie directe, spirituelle, laïque. Il n'est pas le seul intellectuel bienveillant vers les peuples, anti-néolibéral, à ne pas franchir le pas vers l'impossible démocratie directe des révolutionnaires de 1790. Je suis certain que leur nombre est aujourd'hui considérable. Le temps va faire son ouvrage. Ils finiront par admettre la seule alternative entre d'un côté le néofascisme des extrêmes droites, aussi édulcoré soit-il par une marine, et de l'autre rendre au peuple son réel pouvoir souverain, le seul capable de compétences morales et de sagesse pour se gouverner. Quand j'ai affirmé que nous naissions tous à la fois démocrates et tyrans, altruistes et égoïstes, j'aurais pu tout aussi bien dire à la fois démocrates et fascistes. À quoi nous conduisent l'égoïsme, la tyrannie ou le fascisme ? À exercer un pouvoir toxique tel que je l'ai défini, un pouvoir qui aliène la volonté d'autrui et donc son destin. Nombre d'intellectuels cherchent à définir le fascisme, ses racines et les éléments historiques factuels qui pourraient laisser penser au retour d'un néofascisme dans nos démocraties actuelles. Comme ils cherchent bien, ils trouvent. Mais ils ne voient pas que le fascisme fait partie intégrante de la démocratie représentative, puisqu'ils appliquent le même pouvoir toxique, certes à des degrés différents, cependant de même nature. Sans doute devrais-je plutôt dire que nous naissons altruistes et potentiellement égoïstes, démocrates et potentiellement fascistes. C'est aussi dire que notre biologie est porteuse des deux. Seul le libre arbitre, en tant que fonction intrinsèque de notre dimension spirituelle, peut faire la différence, tant en famille qu'en peuple. Sauf que pour le dire avec Alain, la pente est à droite. La pente est au pouvoir toxique, la pente est au racisme, la pente est à l'égoïsme, et l'égoïsme est à droite. Le pouvoir en commun, l'altruisme et la gauche, la vraie, appellent une transcendance, un effort, l'effort de se hisser de la facilité à la difficulté de penser l'intérêt général, le bien commun, l'effort de lutter contre toutes les inégalités et les discriminations. Quand des dominants infériorisent la femme, le noir, le musulman, c'est une posture facile, fasciste ou tyrannique, comme on voudra le dire. Je ne vois aucune différence ontologique entre un tyran, un autocrate ou un fasciste.
Macron en 2024 se comporte en fasciste puisqu'il se voit comme un parti unique qui détient tous les pouvoirs. De même, quand un homme terrorise une femme, la sienne par exemple, il se comporte en fasciste. Certes, on ne dira pas qu'il est un fasciste, mais une brute. Or, le fascisme est tout aussi brutal. Vous aurez beau chercher des nuances dans les divers totalitarismes, le fond reste le même. Le processus qui bascule de l'esprit démocrate à celui de tyran s'avère identique. Le libre arbitre quitte la morale des valeurs universelles, abandonne toute transcendance et n'écoute plus que son monde égoïste et égocentrique. C'est précisément le monde de la chute avec ses trois tentations, l'appropriation illimitée, le pouvoir absolu et la recherche de la gloire éternelle. Depuis la chute néolithique, nous avons bâti un monde fasciste sous diverses formes, l'esclavage, la traite des Noirs, le colonialisme, le servage, la prostitution, la pédophilie, le racisme, le génocide et la mafia. Et toutes les formes de violence issues d'un pouvoir toxique sont des actes de nature fasciste. L'être humain est potentiellement un fasciste, et sa pente est douce et facile. Donnez-lui un pouvoir personnel et il finira un jour ou l'autre comme tous les dictateurs. Si je synonymise tyran, dictateur, despote, autocrate, brute ou fasciste, non qu'il n'y ait pas de nuance bien sûr, mais c'est qu'ils sont tous de même nature, c'est-à-dire de nature dangereuse. Le problème réside dans la nature du pouvoir conféré à l'être humain. L'idée de pouvoir n'existe pas chez l'animal. Un mâle alpha ne se pensera jamais en termes de pouvoir sur la meute. Il est et exprime sa volonté instinctive en tant que tel, mais jamais selon une volonté morale, contrairement à l'être humain qui, lui, par nature, en a la capacité. Il est responsable de ses choix moraux. Dès lors, tout le problème de la démocratie représentative réside dans l'exercice du pouvoir. Dès qu'un être humain transmet son pouvoir à un autre, celui de son destin, il fait de cet autre un fasciste potentiel, même à leur insu. Nos vieux dans les EHPAD sont parfois maltraités. Par nécessité, ils ont remis le pouvoir de leur vie, leur dernière destinée, entre les mains des personnes qui les gardent. Certaines d'entre elles pourront aisément glisser sur la pente fascisante à leur égard. Ça s'appelle un abus de pouvoir, de même nature que celui de nos représentants politiques. Nous ne pouvons même pas leur en vouloir. C'est nous, quand nous votons, qui les poussons à user du pouvoir toxique qui vient de leur être conféré. Remarquez que nos représentants dans l'opposition, qui n'ont pas encore le pouvoir final de décision, font semblant de défendre un peu mieux les citoyens. Mais dès qu'ils passent du côté du pouvoir exécutif, ce ne sont plus les mêmes. C'est pour toutes ces raisons qu'il est contre nature d'aliéner notre volonté avec ou sans notre consentement. La démocratie représentative est par nature contre nature. Alors comment vaincre l'extrême droite sans la combattre? Mon théorème de l'égoïsme en politique dit ceci. Plus une société s'enfonce dans l'égoïsme, moins les fruits du travail sont partagés, plus le peuple s'appauvrit et les riches s'enrichissent. Conséquence, plus le peuple prend peur, plus il glisse vers la pente de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que la droite symbolise depuis la Révolution française le pouvoir de l'argent, la noblesse, les nantis, et la maîtrise des rouages économiques. Tandis que la gauche évoque une politique de redistribution qui coûte trop cher, supposée de surcroît incompétente en économie. L'extrême droite représente l'extrême rempart face à l'insécurité et la pauvreté. Il est vrai que les extrêmes droites finissent toujours par s'allier au pouvoir de l'argent. Hitler l'a fait, Jordan Bardella le fait. Ainsi, l'extrême droite, avec ses alliés économiques, semble le garant de la stabilité économique, tandis que la gauche, l'instabilité. Le dénuement, la pauvreté et l'insécurité sont à gauche, alors que l'argent et la sécurité sont à droite.
D'où son discours sécuritaire et immigrationniste. Il coûte cher ces méchants immigrés. Or nous sommes tous des immigrés depuis toujours. Mais tel est le préjugé politique d'un peuple depuis 2 siècles, quand il a peur, ou il se révolte. Faisons un constat. En Europe, entre les deux guerres, les démocraties représentatives basculent en tyrannie. Mussolini, Hitler, Franco, Pétain. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays d'Amérique latine, certains pays d'Asie et d'Afrique basculent à leur tour, pour les mêmes raisons. Je vous renvoie à ce livre « La mort des démocraties » de Daniel Ziblatt et Steven Levitsky. Après 4 années de souffrance et d'horreur, durant les 30 glorieuses suivantes, les richesses étaient mieux partagées, l'altruisme dominait, la souffrance est partageuse. Mais à partir des années 1970-80, l'économie néolibérale prend le dessus, confisque les richesses et endette sans cesse les peuples. Du coup, l'extrême droite se réinvite. L'Europe des années 2010-2020 bascule, toujours pour les mêmes raisons. Dès 1983, Mitterrand adhère au néolibéralisme et à l'austérité. Mais avant 1981, il promettait une politique bienveillante au profit de tous les Français. Pensons aussi à Jacques Delors, issu de la gauche. Pourquoi a-t-il refusé de prendre le pouvoir qui lui tendait les bras ? Parce que dès que vous acceptez d'assumer un pouvoir sur autrui, nécessairement il devient toxique, donc contre nature. En effet, dès que vous prenez un décret, soit vous favorisez une minorité, nos taxes pour les riches, soit la majorité, taxe Zuckman. Bref, le pouvoir toxique divise. C'est parce que le pouvoir sur autrui divise qu'il est toxique. Il divise quoi ? La destinée du couple ou du pays. Bref, de l'unité. Mais si ce même décret est voté à la majorité par le peuple, personne ne peut plus le contester. Il fait consensus et vous serez libre de l'appliquer. Le pouvoir étant revenu au peuple, il a perdu sa toxicité. Il ne divise plus. Il n'y a pas de pouvoir bienveillant sans consentement, sans unité. Ce principe est tout aussi valide pour un couple que pour un peuple. Pourquoi depuis les élections législatives de 2022, la politique du pays est bloquée ? Parce qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Sans consentement d'une majorité, sans unité, tous les pouvoirs des uns et des autres se combattent et deviennent toxiques. Pourquoi en novembre 2025, 80% des Français ne supportent plus Macron ? Parce que son pouvoir est devenu tellement toxique, ouvertement, qu'il a rompu tout consentement, toute unité avec son peuple. Bref, revenons à l'extrême droite. Plus les intellectuels de gauche dénoncent avec courage et intelligence les dangers de l'extrême droite, plus ils la renforcent. Plus on combat le mal de front, plus il s'en nourrit. Tous les combats intellectuels sont battus en brèche face au réel. Le théorème de l'égoïsme s'actualise, l'extrême droite se réinstalle. Or c'est bien connu, on ne combat le mal que par le bien. La raison en est simple, la raison humaine est ainsi faite qu'elle est tout aussi capable de donner raison tant à l'extrême droite qu'à la gauche radicale. Aux yeux du citoyen, chacune a ses bonnes raisons. Et ce qui le fait pencher à droite réside dans l'absence du système économique alternatif à gauche, c'est-à-dire la maîtrise de l'argent. Or, changer de politique et de système économique néolibéral signifie changer tout notre système de pensée. Comment ? En enseignant le bien tout en ignorant le mal. Imaginez les médias résistants qui, au lieu de le combattre de front, enseigneraient 2000 ans de mensonges politiques, la véritable nature du pouvoir et de la politique, le versant spirituel laïque de notre nature double, les valeurs universelles partagées par tous les peuples, notre capacité à nous transcender, la croissance spirituelle dans une décroissance matérielle, un capitalisme coopératif excluant toute spéculation et où l'argent magique appartiendrait au peuple. Imaginez un mode de vie radicalement autre,
permettant de sauver ce monde en perdition depuis 5000 ans. Imaginez enfin une utopie réaliste comme alternative. Enseigner est une noble vertu politique. Reste, bien sûr, à s'entendre sur son contenu. C'est tout l'enjeu de ce site internet et de mon livre. En conclusion, pour vaincre l'extrême droite sans la combattre, il suffit de rendre réellement la souveraineté au peuple et fonder l'état de droit sur les valeurs universelles, les valeurs de la République qui fondent l'état de droit, remises en cause par la droite d'un Éric Zemmour ou un Bruno Retailleau, sont l'ensemble des valeurs universelles. L'ensemble des valeurs universelles, desquelles ont été extraites, que je cite dans le bon ordre, la fraternité, l'égalité et la liberté. De la fraternité découle l'égalité, desquelles découle la liberté. Il n'y a pas de liberté sans fraternité ni égalité. Je vous invite à parcourir la seconde partie de ce travail que j'ai nommé « Esprit guérisseur », dans laquelle je traite ces objets spirituels. Enfin, j'insiste une dernière fois sur l'excellent travail de M. Viktorovitch, qui, j'en suis certain, va en faire réfléchir plus d'un. Rappelons les propos d'Emmanuel Todd. Nous sommes arrivés au stade zéro de la morale. Todd le situait en 2013 en France lors de la loi du mariage pour tous. Viktorovitch situe la logocratie en France en 2016, à partir de la campagne électorale de M. Macron. En effet, le thème du mensonge et son immoralité en démocratie est décisif. Or, il est impressionnant, et j'ai été impressionné, par la nature et la quantité de mensonges durant 250 pages, sous des formes innombrables qui ont jalonné la présidence Macron. Lui qui s'était déclaré ouvertement le chantre de la vérité. Le mensonge, tous les mensonges, tuent la vie unique en nous, biologique, spirituelle, politique, économique et sociale. C'est donc pour toutes ces raisons, grand merci à M. Viktorovitch. Et, encore pardon pour mes bafouillages, et très très grand merci aussi pour votre patience.